Ça va, tu vas bien? Oh, mon Jameau, comment tu vas? Super, super. La forme. Comment tu vas là-bas en France? Comment que ça se passe en ce moment chez toi? Comment ça se passe? Bah, déjà, il fait un temps dégueulasse. Hmm. Ça, c'est fait. Puis, bah, écoute, non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Même si, foncièrement, les salles sont un petit peu. Alors, c'est pas partout pareil, mais les salles sont un petit peu désertées. Tu vois que certains ont un peu lâché la pratique ou ils l'ont mise un peu de côté. Chose que je peux comprendre, hein, vu que quand tu empêches les gens de sortir pendant un certain temps, la première chose qu'elles aspirent, eh ben, c'est de refaire un peu tout ce à quoi elles ont été privées pendant tout ce temps-là. Donc, moi, je sais que dans ma salle, il y a beaucoup moins de monde. Mais voilà, je pense que les gens vont revenir petit à petit. Ça reprendra tout doucement. Ça va Oui, reprendre. oui, oui, bien sûr. Mais encore une fois, moi, je me mets à la place. Je me mets à la place, moi aussi, le premier. Le fait de pouvoir aller au cinéma, le fait de pouvoir refaire un resto, tout ça, machin. C'est vrai que t'as l'impression que c'est la première fois que tu le fais. Et tu sais, j'ai même dit une chose une fois dans une vidéo. J'ai dit que cette période du Covid, elle a du bon en un sens, à mes yeux, hein. C'est que tu sais, tous ces petits trucs, le cinéma, le restaurant, sortir avec des amis, se serrer la main. Tu vois, tous ces petits trucs, pour nous, c'était banal avant. Hmm. Eh ben, en fait, on va réapprendre à apprécier ces petites choses à leur juste valeur. Et c'est le seul point positif, tu sais pertinemment, Jeanne, que tu vives des choses bien ou que tu vives des choses moins bien, comme cette période du Covid, hein, qui n'est pas finie, mais qui est un peu moins, on va dire, impactante, il y a forcément quelque chose à en retirer. Et c'est ça qui est important. Et moi, je pense que ça va nous réapprendre justement à réapprécier à leur juste valeur ces petites choses qui étaient acquises et qui nous paraissait banal. Eh ben non, c'est pas acquis puisque la preuve en est, on peut que le retirer. Et c'est pas banal puisque tu t'aperçois que c'est ce qui fait que bah, tu es bien dans ta vie. J'espère pour tout le monde, parce que, comme tu as dit, certaines personnes vont s'en rendre compte, d'autres, bien sûr, vont revenir à ce qu'ils faisaient auparavant, mais ça va avoir plus de positifs, de négatifs. Rien ne dure dans la vie, rien, tout Oui, bien passe. sûr. OK? Donc, je voudrais commencer à parler du Foucra. Qui est derrière Foucra? Présente-toi à l'audience. Vas-y. Alors, me présenter, alors, moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent, mais c'est vrai que tu as raison, je vais me présenter. Donc, Enzo Fukra, 45 ans, bientôt 46. Mm. Le temps passe vite, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, Jamou. Donc, ben, je suis youtubeur sur la chaîne Enzo TV. Je suis l'animateur et le créateur de cette chaîne. Je suis également athlète, ou tout du moins, j'essaie de rester athlète avec le poids de l'âge. Mais bon, on donne le maximum et on fait en sorte de rester dans la course. Et puis, je suis sponsor, je suis athlète et ambassadeur Inici et Prozis, qui sont mes deux sponsors. Et je compte parmi mes amis une personne qui est très spéciale pour moi. Et je reprends ses dires, parce qu'il aime bien utiliser ce mot-là. Je sais que quand tu parles de moi, Jamo, je sais qu'il y a 99,9% de chances que tu dises Foukra. Foukra, c'est quelqu'un de spécial. Je sais que tu dis ça. Et donc, ça me fait énormément plaisir d'être avec toi sur ce podcast. Parce que, comme je l'ai dit à ma communauté juste avant, hein, à la fin de mon entraînement, j'espère que ça leur fera plaisir. Mais avant tout, c'est nous qui allons prendre du plaisir à discuter ensemble comme deux amis que nous sommes. Et encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Tu sais pourquoi je suis spécial, Foucra? Parce que dans la vie, et tu sais ça. Parce que dans la vie, tu vas rencontrer beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, tu vas devenir ami avec beaucoup de personnes. Mais il y a certaines personnes, même si tu ne les vois pas pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, si tu les vois, c'est comme si tu les as vus la nuit C'est vrai. Non, mais c'est d'avant. vrai, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça la relation que j'ai avec toi, parce que du moment où je t'ai rencontré à Venice Beach, lorsque tu es venu me visiter, pour faire des collaborations avec toi, on est devenus vraiment, vraiment proches Ouais, ouais, ouais. et on s'entend, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Il y tout à a fait. pas On est sur malgré la le- même longueur d'onde. Et tu sais, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a très peu de temps, lors d'un live, on m'a dit, mais putain, mais comment t'as connu Jamo? Et, euh, et moi, je m'en souviens très bien. C'est une personne de ma communauté qui m'envoie un lien d'une vidéo qui m'a dit, regarde, je suis ce gars, il est super, tout ça, machin. Il parle de toi. Donc moi, je vais sur la vidéo. C'était au tout début d'Enzo TV. Et je me Mhm. rappelle, tu faisais une vidéo avec, comment il s'appelle ce jeune athlète français
qui est parti aux États-Unis. La Salle, non, c'est pas La Salle son nom, un truc comme ça. Avec les cheveux assez longs, tu as fait des vidéos avec lui à l'époque. Julien, non, c'est pas Non, pas Julien. Julien Gréau, C'est un mais Français. un autre. Ouais, tu avais fait une vidéo biceps. Enfin, bref, tu retrouveras le nom. Et donc, tu parles avec lui et tu parles de cette différence culturelle entre la France et les États-Unis d'un point de vue intérêt et information sur le culturisme, sur le bodybuilding. Et je me souviens toujours, et tu dis, attends, non, moi je sais qu'en France, il y a deux gars que je suis, et c'est marrant que tu aies dit ça parce que tu as dit, il y a deux gars que je suis sûr qu'ils vont percer. C'est Enzo Fukra de Enzo TV et c'est Nassim Saïli. Tu as parlé de Nassim Saïli, je crois que tu as écorché son prénom et je me souviens, tu me fais rire parce que tu m'as dit c'est Nassim ou la Karim, enfin bref, il sait comment il s'appelle. Ça m'a Oui, fait rire. c'est vrai parce que tu reconnais les personnes qui vont vraiment Ouais, ça m'a fait. percer. Et je t'ai envoyé un message, tu m'as répondu, tu m'as dit ouais, c'est cool ce que tu fais, machin, tout ça, ceci, cela. Et c'est comme ça que je t'ai découvert en fait. Et ça a très vite accroché. Bien sûr, il faut. Lorsque tu reconnais les personnes qui vont vraiment, vraiment réussir, les personnes qui ne vont pas vraiment réussir. Enfin, j'ai rien contre les autres personnes, mais chacun fait un certain style. Tu ne peux pas changer le style d'une personne. Moi, j'ai mon style, tu as ton style, Nassim, Oui, bien sûr. Stan, maintenant que je trouve qu'il fait du super boulot. Et on est là pour vraiment pousser les personnes, reconnaître les personnes qui sont en train de faire un bon boulot. Donc, je voudrais commencer par comment tu as commencé la musculation au début? Comment tu t'es retrouvé en train de soulever des poids? Oh, c'est une super longue histoire. En fait, moi, j'ai été adolescent, j'ai été victime d'un trouble du comportement alimentaire pendant une bonne année. Pendant cette année-là, j'ai perdu quasiment 20 kilos. C'est-à-dire que du jour au lendemain, puisqu'en fait, pour la petite histoire, lorsque j'étais pré-ado, c'est-à-dire vraiment gosse, j'étais quelqu'un de gros. Donc j'étais le. Et tu sais, les gosses entre eux sont très méchants. Sont très méchants. Donc des fois, c'est la couleur de cheveux. Des fois, c'est le fait que tu sois gros. Donc les gamins sont très méchants entre eux. Donc j'ai été, tu comprendras bien quand j'étais tout môme. Et j'ai été un petit peu le, le punching ball de verbal, hein, j'entends, de plusieurs jeunes. Et un jour, j'avais quasiment 15 ans. Et un jour, va donc savoir pourquoi, j'ai décidé de ne plus manger. Enfin, je m'entends quand je dis plus manger. C'est-à-dire que je mangeais un yaourt, une pomme le matin, et je ne mangeais que ça de la journée, Jameau. Et tu avais quel âge? 15 ans. Wow, OK. 15 ans. Et ça a duré quasiment un an, au point où mon entourage pensait que j'avais contracté une maladie. D'ailleurs, une célèbre maladie hein, qui continue à faire des ravages. Qui pensait, voilà, on a pensé que que j'étais tombé dans la came, même très jeune, hein, ça se voit d'ailleurs, il y a des cas actuels. Et, euh, et donc, j'ai perdu énormément de poids. Donc, c'était assimilé à de l'anorexie. Donc, le médecin a dit, grosso modo, il y a peut-être eu une espèce de remarque qui m'a renvoyé dans ces risées dont je faisais l'objet lorsque j'étais gamin. Il y a eu un blocage. Et donc, donc mes parents étaient hyper inquiets. Hein. Et d'ailleurs, l'anorexie, c'est quelque chose de très grave, de très, très grave, puisque l'anorexie ne se guérit pas en prenant un Doliprane. L'anorexie ne se guérit pas en prenant un efferalgan. L'anorexie, c'est un problème psychique. Et se battre contre un problème psychique, c'est se battre contre un ennemi qui est invisible. Tu ne peux rien faire. Demain, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, c'est fini. Tu as la jambe cassée, on te met un plâtre, c'est terminé. Lorsque ça touche la psyché, c'est très, très compliqué. Et il y avait mon ami, Lorenzo Negretti, qui d'ailleurs, c'est pour ça que c'est mon meilleur ami, entre autres, hein, qui m'a fait découvrir la musculation à l'âge de mes 16 ans, qui m'a dit, bah, écoute, viens avec moi à la salle, ça va te faire du bien, tout ça, machin. Donc moi, j'arrive, j'étais tout maigrelet, et c'est vrai que je voyais tous ces mecs qui étaient hyper balèzes, tout ça, machin, ça donnait envie. Mais par contre, il fallait manger. Donc ça a été très dur au départ, très, très dur. Et petit à petit, j'ai très vite accroché au culturisme. Donc, j'ai tout de suite, mais tout de suite, commencé à manger clean, vraiment diète. Et je peux le dire aujourd'hui, c'est la musculation qui non seulement m'a fait sortir de ce trouble du comportement alimentaire, mais qui m'a permis également de me réconcilier avec la personne que j'étais. C'est-à-dire que j'ai réussi à me réaccaparer mon image et c'est hyper important. Sans rentrer dans le narcissisme exacerbé, il est important d'être en accord avec l'image qu'on reflète.
pour être vraiment en accord et en harmonie avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faille obligatoirement être à 3% de graisse corporelle ou être bodybuildé. Demain, tu peux très bien être un peu gras, mais être bien dans tes pompes. C'est ça qui est important. C'est-à-dire ne pas baisser les yeux lorsque tu vois ton image. Et aujourd'hui, je peux le dire, et c'est pour ça que la musculation a été quelque part salutaire pour moi, au sens littéral du terme, hein, c'est que ça a été ça a été ma soupape. C'est ce qui m'a permis véritablement de me sortir de ce truc qui inquiétait véritablement mon entourage et qui était destructeur, hein. Parce que quand tu manges pas, à l'école, t'es pas forcément hyper performant. Et, euh, et c'est pour ça, entre autres, c'est pour ça que je tournerai jamais le dos à la musculation, parce qu'au-delà des biceps, des triceps, des pecs, des machins, c'est elle m'a permis de, elle m'a permis de forger le mec qui est en train de te parler. Et c'est pour ça que j'entretiens une relation avec le body qui est assez spéciale. Là, tu peux le dire, oui, je suis spécial. Parce que pour moi, le body n'est pas un sport. Ce n'est pas un sport. C'est une vraie école de vie. La Exactement. première chose que tu fais sans t'en rendre compte en forgeant ton physique, c'est forger justement toutes ces vertus auxquelles tu vas devoir faire appel pour pouvoir arriver à ce résultat. Et c'est ça le véritable bénéfice. C'est pas les biceps. C'est le travail que tu as dégagé pour arriver là. C'est cette discipline, cette volonté et tutti quanti. Tu as tout dit parce que ce que la plupart des gens sont en train de rater, c'est cette balance et ce style de vie et cette façon de penser et de voir les choses et réagir aussi par rapport à ce que les gens font dans la salle de musculation, parce que ce qui m'a permis de vraiment avancer dans ma vie, c'est le fait que ma vie, à travers la musculation n'était pas juste de soulever des poids, comme tu as dit, et faire des compètes, c'était la discipline que j'ai gagnée. Ouais, sûr. C'est très important parce que lorsque tu es discipliné et tu fais les choses proprement dans la musculation, ça peut vraiment affecter ta vie. Bien sûr. Lorsque tu ne prends pas la musculation juste pour s'entraîner, ça s'arrête là. Il faut avoir une balance dans la vie. Parce que après ma retraite, c'est la musculation qui m'a permis de vraiment percer encore plus dans ma vie et réaliser les choses que je suis en train de faire en ce moment. Parce que lorsque on prend la retraite de la compétition professionnelle, la plupart des culturistes, c'est qu'ils commencent à gagner du gras, ils commencent à vraiment revenir en arrière. Mais si on aime vraiment, vraiment la musculation et on est discipliné, vraiment discipliné, on peut vraiment prendre tout ce qu'on a appris de la musculation et l'appliquer au business, l'appliquer à Bien notre sûr. nouveau style de vie. Bien sûr. Prochaine question. Comment étaient tes débuts dans la musculation lorsque tu avais commencé? Est-ce que tu as galéré? Comment tu t'es éduqué? C'était compliqué, hein. C'était compliqué à l'époque. Alors, d'un point de vue entraînement, tu me croiras si tu veux, hein. Mais dès ma première séance, voilà. On savait déjà que j'allais m'entraîner, que j'allais être quelqu'un qui aime le hardcore. Donc, dès le début, j'étais. Les mecs me disaient tranquille, tranquille, tu commences, tu commences, tu commences. Tu n'as Et pas non, moi, j'y changé, vais à hein? fond, j'y vais à fond. Tu n'as pas changé, hein? Ah non, j'ai pas changé. J'ai pas changé pour ça. Parce que c'est ce qui me fait vibrer dans l'entraînement. Au-delà du résultat, c'est le fait de faire ce que je ne pensais pas pouvoir faire. C'est ça, moi, c'est mon moteur, hein, Jameau. Moi, j'ai besoin de savoir que voilà, le jour où je vais quitter la scène, le jour où on va tous quitter la scène, j'ai besoin de me dire voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire de la meilleure façon possible. Donc voilà pourquoi je m'entraîne hardcore, parce que c'est comme ça que je vois le truc. Après, il faut pas, voilà. Je dis pas qu'il faille absolument s'entraîner comme moi. Loin de là. Mais mes débuts en muscu. Alors, au niveau de l'information, c'est très compliqué. On n'avait pas YouTube. On n'avait pas YouTube. On avait le Minitel. C'était le Minitel. Donc, c'était comment? C'était simple. Bah, tu allais voir le plus costaud de la salle. En règle générale, bon, tu avais le patron de la salle, mais des fois qui n'était pas forcément hyper calé en muscu. Donc, tu allais voir le plus costaud de la salle parce que pour toi, c'était la seule référence. Le mec, s'il était costaud, c'est qu'il devait forcément bien s'y connaître. Maintenant, avec du recul, je m'aperçois que c'est très loin d'être le cas. C'est pour ça. Excuse-moi, c'était en quelle année? Bah, Les tu années- calcules, j'avais 16 ans, je suis né en 76, donc c'était en 91, OK. 1991, tu vois. Donc, et c'était pas forcément donc le plus balèze de donner des conseils, mais c'était très loin aujourd'hui, hein, on le voit, hein, c'était très loin d'être les conseils, les conseils. Mais bon, toi, tu suivais, parce que pour toi, c'était une évidence que ce mec s'y connaissait, quoi. Mais sinon, bah, t'achetais religieusement et ça faisait d'ailleurs
Ça fait d'ailleurs le bonheur des magazines parce que bah, tu prenais les magazines. Hein. Tu prenais les magazines et Le monde tu du muscle. eh oui, le monde du muscle, le muscle et fitness, c'est ces magazines qu'on achète ou qu'on regarde de moins en moins. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je dis, hein, je dis à toute ma communauté, hein, en l'occurrence à ma jeune communauté, je l'ai dit une fois lors d'un salon, c'est que vous êtes une génération de privilégiés. Et Jamo et moi, on peut vous le dire. De par notre expérience, on peut vous le dire. Aujourd'hui, vous avez accès à une masse d'informations considérable. Indirectement, sachez que Jamo et moi, nous avons des clients qui nous payent à l'heure pour indirectement avoir accès aux connaissances qu'on vous donne gratuitement. Donc, il faut bien que que vous considériez, que vous ayez bien conscience de cette chance que vous avez. Et la meilleure façon d'honorer et de respecter cette chance, c'est de l'utiliser le mieux possible. Et surtout de la transmettre. Le savoir, c'est comme un bon livre. Quand il t'a été utile, transmets-le à quelqu'un qui en a besoin. Mais moi, à mon époque, j'en ai fait des conneries. Hein. J'en ai fait, et d'ailleurs, je le dis, et je pense que toi aussi, Jamo, c'est exactement pareil. C'est que ce soit, je vais m'avancer, mais tu me dis si c'est que, que ce soit sur ma chaîne ou que sur la chaîne de Jamo, ce qu'on vous donne comme conseil, ces conseils sont issus des leçons, des choses que nous avons bien fait dès le départ, parce qu'on a eu des bons conseils, mais également des erreurs que nous avons commises. C'est pour ça que dans la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu fasses les choses bien ou que tu fasses les choses mal, il y a un enseignement à en tirer. Et c'est la synthèse des choses bien, de nos réussites, mais également de nos échecs, que nous vous transmettons par le biais de nos deux chaînes. Mais encore une fois, vous avez une chance considérable. Euh, Est-ce qu'il y avait une personne qui t'avait motivé lorsque tu avais commencé la musculation? Une certaine personne, je sais pas. Moi, par exemple, c'était les comics, Superman, Batman, je regardais les gens Ouais, bien sûr. Bien et sûr. après, je crois que c'était Rocky, Sylvester Stallone. Je voyais avec Rocky et Drago, tu te rappelles Dolph Lundgren. J'ai vu Drago, je dis, oh, justement, tiens, j'ai une question à te poser, Jamo. Est-ce que tu as bu les œufs crus? Une fois. Tu les as bu? Quoi? Quoi? Tu sais, ma collation de protéines en Algérie, lorsque j'avais Ouais. commencé. Mais c'était 10 œufs crus avec Oh. 10, écoute bien cela, 10 œufs crus avec 10, exact, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 10 œufs crus, 10 cuillères de sucre Oh et là 1 là. litre de lait, Oui. OK? Et comme ça. Des fois, je dégueulais tout dans le Ah bah oui, tu partout. m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, Alors ça vient avec le paquet, hein? pour information, ne buvez pas les œufs crus comme ça. Hein. Il y a de la salmonelle dedans, c'est une Ouais, bactérie, ne c'est le très faites mauvais. pas. Donc voilà quoi. Mais ouais, moi, bah, exactement pareil, Jamo. Hein. Moi, je me rappelle de Stallone, je me rappelle d'Arnold, je me rappelle de Jean-Claude Van Damme. Tous ces mecs nous ont fait rêver. Hein. Et surtout nous, on a vécu le moment où ils étaient littéralement à l'apogée de leur art. C'est-à-dire que d'un point de vue popularité mondiale, tu disais Sylvester, ça suffisait. Tu disais Sly, tout le monde savait qui c'était. Aujourd'hui, tu disais Arnold, tout le monde sait qui c'est, tu vois. Et ouais, moi, j'ai été hyper inspiré physiquement hein, par ces personnes-là. Et puis oui, j'étais très, comme tu peux le voir, on le voit pas très bien derrière, mais moi je suis un peu comme toi. Hein, je suis très animation, je suis très comics, je suis très super héros. Et je me rappelle que mes parents m'achetaient des figurines de super héros. Ils avaient 75 abdos, 75 abdos. Ils avaient 4 biceps sur le biceps. C'était des Ronnie Coleman à l'époque déjà. Tu vois, tu te demandes où il y a des muscles qui n'existent pas, mais ils étaient là. Et c'est vrai que je regardais les statuettes comme ça. Je me disais putain les mecs. Et montre-leur tes figurines. Regarde, Franck, tu as des figurines comme moi. On est les gars, on est toujours des gamins. Regarde. Et j'adore. Je suis sûr que j'adore. On mettait mal les abdos, quoi. Et mon trapèze, hein. Ouais. Donc, Donc voilà, vas-y, vas-y. c'était un peu mes inspirations. Et dans l'âge d'or du bodybuilding, que moi je garde en référence d'un point de vue rapport masse-esthétisme, pour moi, l'âge d'or du bodybuilding, à mes yeux, hein, ce sont les plus beaux physiques. Hmm. Beaucoup plus beaux,
que ce que les culturistes présentent comme physique actuellement. Attention, je respecte totalement le travail. C'est comme si demain, tu préfères le bleu que le noir. Voilà, c'est tout. Mais moi, je trouve que les physiques de l'âge d'or du bodybuilding, il y avait encore cet intérêt, cette attention portée sur l'esthétisme. Aujourd'hui, on est surtout sur la surenchère de masse. Il faut être massif, massif, plus de masse, plus de masse, plus de masse. Tu avais des mecs, tu te souviens de Lila Brada. Lila Brada, il était petit. Il avait des mecs qui étaient beaucoup plus gros que lui. Tu prends Paul Dillette, qui était énorme. Il n'a jamais rien gagné, Paul Dillette. Pourtant, c'était le plus gros. À l'époque, Arnold, quand il a vu Paul Dillette, Arnold a dit « Je ne pensais pas qu'un jour je verrais quelqu'un d'aussi musclé ». Bah, force est de constater que Paul Dillette, il se faisait toujours devancer par Lila Brada. Parce que Lila Brada… Perfection. Perfection, man. Super beau. Une ligne super belle. Moi, il y a un mec que j'adorais. Alors, il était pas… bon, il était toujours dans les parages, mais c'était pas le top performer. Mais qu'est-ce qu'il était beau physiquement. C'était Bob Paris. Incroyable. Incroyable. Tu sais que je l'ai rencontré une fois. Mais il est venu au Rem Gym, apparemment. Ouais. Je l'ai rencontré une fois à Walsh Gym. J'étais en train de faire une vidéo, mes DVD d'entraînement en 1998. Et il était, durant cette période, il avait déjà pris la retraite. Il était passé par beaucoup de choses, le pauvre. Il avait même écrit un bouquin. Ça s'appelle Gorilla Suit, le costume du gorille. Quelque chose comme ça, si ça se dit en français. Si tu peux traduire au français, en anglais, au français. Ouais, c'est ça, le costume Il a parlé de sa carrière, il a parlé pourquoi il n'avait pas réussi. Mais le problème dans le monde de bodybuilding, lorsque moi j'avais découvert Wader et toutes les choses qui se passaient dans le monde de bodybuilding, je ne veux pas trop sortir du sujet parce que c'est juste pour apprendre aux gens qui sont en train de nous regarder, c'est qu'il y avait certains athlètes qui étaient vraiment plus aimé par la fédération, très politique, c'était très politique, plus aimé par la fédération Wader que certains. Et Bob Paris, lorsqu'il avait commencé à vraiment gagner les compétitions, ce qu'il avait détruit durant ce moment, c'est qu'il était sorti en étant homo, gay, et il est parti sur Oprah Winfrey. Et il était, parce que durant ces années, ce n'était pas comme maintenant. Et Wader avait peur de perdre beaucoup d'argent durant ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il l'avait aliéné complètement. Il l'avait utilisé au début, mais après, lorsqu'il était sorti, comme quoi qu'il était gay, il avait son mari avec lui et tout le monde commençait à vraiment péter les plombs. En quelque sorte, je trouve que ça fait de la peine parce que ce n'est pas ta sexualité qui décide ton business ou ton succès. Ouais, ça dicte pas ta valeur, quoi. Hein. C'est pas ta valeur, c'est la personne et la personne. Les gens, c'est leur vie. Et Wader l'avait complètement mis de côté. Il ne voulait plus être à ses côtés et le supporter et le soutenir. Et c'est ce qui lui a fait de la peine parce que pour moi, j'en ai rien à foutre de ta sexualité. Il faut reconnaître les physiques. Et pour moi, comme tu as dit, Lila Brada, Bob Paris, Francis Benfato, mon Dieu, les physiques. C'est ce que les physiques que j'adore. D'ailleurs, je m'inspirais de ces personnes pour mon physique parce qu'on avait des physiques comparables, tu vois, Barry DeMay. Et je crois que la raison pour laquelle on est passé au monstre, et d'ailleurs je lui ai dit, c'est à cause de Dorian Yates, parce que Dorian Yates savait qu'il ne pouvait pas compétir avec ces personnes parce qu'il n'avait pas la génétique, mais il avait une chose, enfin, il n'avait pas les proportions et la beauté, mais il avait une chose, c'est qu'il avait choqué le monde de bodybuilding avec sa masse et sa densité. Et il savait que c'était un atout que les juges ne pouvaient jamais ignorer. Parce que lorsqu'il s'est présenté contre Liane en 1991, pour la première fois, il s'est classé deuxième. Liane savait que Dorian Yates était incroyable et était une masse et quelqu'un qui pouvait compétir contre lui. C'est pour ça que Liane avait pris la retraite. Et Dorian savait que lorsqu'il arrivait avec cette masse et cette densité, les juges ne pouvaient pas regarder d'autres personnes. Ils avaient complètement accaparé leur regard, quoi. Oui, et après, les gens. Hein. Ouais, et tous les autres athlètes commençaient à compétir contre lui.
avec la masse. Ils ne pouvaient jamais compétir avec les Flex Wheeler, Kevin Levron lorsqu'ils sont arrivés. Enfin, l'essentiel. C'est juste pour partager pourquoi on se retrouve dans cette situation où les physiques ont vraiment, vraiment changé. Prochaine question que j'ai pour toi. Tu étais policier avant d'être coach. Yes, ouais, Parle-nous de ta carrière. J'ai été policier pendant 15 ans. J'ai été policier pendant 15 ans. Il faut savoir qu'à la base, je devais être prof d'allemand. Prof d'allemand. Donc, tu Ouais, parles allemand? ouais, bien sûr. Incroyable. Donc, tu es Euh, trilingue, comme moi. ouais, je parle l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Enfin, encore plus. C'est super parce que ton anglais, il est super, ton anglais. Hein, parce que c'est Oui, pas parce que non, tu es mais mon ami. Tu parles bien anglais. Hein. ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. Mais par rapport, attends, tu parles pas anglais, tu comprends, tu le parles, tu n'es pas hésitant comme certaines personnes. Mais vas-y, parle-nous de l'allemand Donc, d'abord. donc, à la base, je devais être prof d'allemand. Et j'ai eu mon DEG, je devais m'inscrire en licence. Et, il m'arrivait la pire des choses qui puisse arriver à un étudiant, c'est que je n'avais plus envie d'étudier. Je n'avais plus envie. Je n'avais plus la foi. Je n'avais plus envie d'aller à la fac. J'ai plus du tout envie. Donc j'ai dit à mes parents, j'arrête mon cursus. Donc mon père m'a dit, il n'y a pas de problème, hein, tu vas arrêter tes études, arrête tes études. Par contre, on bosse ici. Papa Foucra, il rigolait pas, il a bien raison d'ailleurs. Et il m'a dit, ici on bosse, donc bah, tu vas trouver un boulot. Donc pour la petite anecdote, j'ai fait les boîtes intérim parce qu'il fallait que je fasse les boîtes intérim. Bien sûr, tu comprendras bien qu'avec un DUG de langue étrangère appliquée, quand tu vas dans les boîtes intérim, eh ben, on te sourit un peu au visage. Hein. On te dit oui, non, mais on n'a rien pour vous. Et donc, moi, je rêvais déjà à l'époque, avant de faire les langues, de devenir policier. Donc, j'aimais tout ce qui était groupe d'intervention, tout ça, machin. Mais étant jeune, je me t'ai pas dit, tiens, un jour, je vais être ça, tu vois. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer. Voilà. Je vais faire ce qui me fait vraiment kiffer. Et donc, je suis rentré dans la police. Et, donc j'ai fait mes armes, en tant que stagiaire. Ensuite j'ai incorporé la BAC, la brigade anticriminalité dans le 93 très très vite. Et j'ai passé 6 ans là-bas. Et ensuite je voulais une fois que j'ai eu l'ancienneté nécessaire, parce que tu as besoin d'une ancienneté nécessaire pour pouvoir postuler pour des groupes spécialisés. J'avais l'ancienneté nécessaire pour postuler pour le RAID, qui est quand même le groupe d'intervention de référence de la police nationale. Donc j'ai passé, je me suis préparé, j'ai fait mon rapport de candidature et tout. Et à ce moment-là, il y a mon chef de bac qui m'a dit, Enzo, il y a la DST hein, qui est l'actuel DGSI. Donc c'est, si tu veux, DGSI, DGSE, ce serait Soit, l'équivalent de la CIA aux soit. États-Unis. Ouais. Et, donc, il m'a dit, il y a la DGSI, la DST qui fait son propre groupe d'intervention. Donc, j'ai passé les tests. On était plus de 1500 à passer les tests. Ils en ont pris 5 et j'ai été pris. Donc, j'ai été opérateur du groupe d'intervention de la DGSI pendant quasiment 4 ans. Ensuite, je suis resté à la DGSI et j'ai voulu explorer l'autre facette du métier. J'ai été agent de renseignement. Et à la suite de cette période d'agent de renseignement, qui était totalement différente du groupe d'intervention, mais c'est vraiment passionnant. Je t'assure, c'est vraiment passionnant. Et je suis retourné en commissariat et là, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'avais fait ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et je le dis souvent, c'est que on m'avait proposé la BRI au 36 quai des Orfèvres, qui est quand même un service prestigieux. Mais tu sais, Jamo, je le dis souvent, quand tu manges le plat de tes rêves, le plat de tes rêves, pour toi, c'est la perfection, c'est ce que tu as toujours voulu. Demain, après ce plat, je peux te donner des plats exceptionnels. Ils ne seront jamais aussi bons que ce que tu as mangé. Donc, et comme je dis souvent, quand ça suffit plus de tourner la page, bah, il faut fermer le livre et puis en rouvrir un autre. Donc, j'ai décidé de quitter la police avec une fierté incommensurable et une fierté qui sera éternelle. Et, je me suis lancé donc dans le coaching. Donc, je suis retourné sur les bancs de l'école pour passer mon diplôme de mon BBGEPS, AG2F. Alors moi, j'ai uniquement passé la mention musculation, j'ai pas passé la mention C, qui est une mention en fait pour faire les cours collectifs. Et puis voilà. Et puis ensuite, j'ai eu cette idée de monter ma chaîne YouTube.
Donc, voilà. On va parler, je vais laisser ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré arrêter là. Mais voilà, donc non, une carrière de policier que je regrette nullement parce que j'ai fait absolument tous les services que je voulais. Je voulais rentrer en bac, je suis rentré en bac, qui était pour moi, qui n'était pas une finalité de carrière, hein. C'était un tremplin, c'était une étape pour pouvoir accéder à ce que je voulais. Parce que je savais pertinemment qu'il fallait que je passe par ce service pour justement étoffer mon CV. Lorsque tu es en bac, on va dire que voilà, tu as peut-être un peu plus d'aisance, un peu plus de formation que des collègues classiques en commissariat, et surtout un peu plus d'expérience, vu qu'en bac, en civil, ta principale prérogative, c'est de faire du flagrant délit. Donc, et en plus, j'étais dans un département, et qui est toujours un département qui est assez sensible, hein, le 93. Donc, tu comprendras bien que j'ai eu cette chance d'être entouré et d'être dans un département qui m'a permis de mûrir très vite professionnellement. J'étais un gosse, Jamo, hein. Je suis arrivé dans la police, j'avais 21 ans, hein. Je suis un môme. Même si foncièrement, j'étais déjà quelqu'un de mature de par l'éducation que m'ont fourni mes parents, euh, t'es un gosse. T'es un gosse à qui tu donnes une arme, tu donnes une plaque et tu donnes des pouvoirs. Donc j'ai eu cette chance et c'est important et je les remercie du fond du cœur et voilà, ils ont mon éternelle reconnaissance. J'ai eu cette chance d'être entouré d'anciens qui ont vu en moi quelqu'un qui pouvait rentrer dans un moule, qui correspondait au moule et qui m'ont véritablement permis de mûrir très rapidement, mais très rapidement, Jamo. Et c'est ce qui m'a aussi permis de pouvoir peut-être intégrer ce groupe d'intervention. Enfin, ça m'a aidé, ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Mais c'est tout autre chose, hein. Mais c'est une période extraordinaire de ma vie. Extraordinaire de ma vie. Lorsque les gens me posent des questions, d'après toi, comment qu'on arriverait à vraiment gagner de l'expérience? Comment qu'on pourrait gagner de l'expérience? La chose qui me vient à la tête, c'est toujours ça. Entourez-vous de personnes qui sont en train de faire des choses, des personnes expérimentées. Ouais, c'est ça. Et oui. C'est comme ça que vous allez gagner de l'expérience. Bien sûr, bien Vous sûr. n'allez jamais la gagner en allant avec des personnes qui n'ont pas d'expérience. Et tu as eu cette opportunité. C'est ce qui t'a rendu la personne que tu es en ce moment. Tu as mentionné ton papa. Comment était ta relation avec ton père? C'était pas une relation, comme on peut voir maintenant. Moi, mon père, j'étais pas, tu sais, maintenant, des fois, tu as des relations parents-enfants qui flirtent limite avec de l'ami, des potes. Moi, il n'y avait pas de ça. Tu sais, moi, je suis, voilà, éducation très méditerranéenne, tu vois, hein. Donc, c'était la main de fer dans le gant de velours. Tant que tu étais sur la ligne droite, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu décalais d'un degré vers la droite ou vers la gauche, on retirait le gant de velours. J'ai une éducation qui était quand même très stricte. Alors, j'ai une éducation stricte, soit. Sur le coup, tu te dis, oh, il est pas cool, mon père, il est pas cool, il est pas cool, il est pas cool. Aujourd'hui, je peux lui dire droit dans les yeux, merci papa, merci, je te remercie. Je te remercie. Mais c'était quelqu'un de très strict. C'était quelqu'un qui n'a rien eu quand il était jeune et qui a tout donné à ses enfants pour qu'ils puissent réussir. Qui a compris, et je remercie mes parents, que c'était le rôle des parents d'ouvrir leurs enfants à la culture, d'ouvrir, enfin d'inculquer cette notion de curiosité. Il faut être curieux dans la vie. Et mon père nous l'a inculqué très très jeune. Donc mon père, si tu veux, il n'y avait pas de va jouer dehors. Mon père, ça avait une connotation assez péjorative. La rue, c'était péjoratif. Aller traîner dans la rue, même si avec des amis, et même si on est dans le 02, il se passe absolument rien. Je veux dire, on faisait pas de trucs délirants. Mon père, pour lui, déjà, il y avait des moyens plus intéressants d'utiliser ce temps. Mon père me disait toujours, apprends un truc dans la journée, s'il te plaît. Alors c'est vrai que toi, quand t'es môme, tu comprends ce que dit ton père. Et tu vois tes potes jouer dehors, donc tu as envie d'y aller. Mais d'un autre côté, tu veux faire plaisir à ton père. Et lorsque tu piges le truc, lorsque tu comprends le truc, et aujourd'hui, je peux dire que je l'ai pleinement compris, c'est pour ça que je lui dis droit dans les yeux, merci papa et merci maman.
Et, et ben en fait, je m'aperçois qu'il avait raison. Il avait raison. Et si je devais refaire l'histoire et que si j'avais un enfant, je pense que j'aurais à peu près le même genre d'éducation. Je pense qu'il est important d'ouvrir euh, d'ouvrir ces enfants, de les sensibiliser à être curieux, de les sensibiliser à la culture. Et, euh, et voilà. Donc voilà comment est mon père, puisqu'il est, grâce à Dieu, il est toujours là. J'espère pour longtemps. Mais c'était quelqu'un quand même de strict, juste, mais strict. YouTube. On va parler de YouTube. Comment tu t'es retrouvé en train de faire ta chaîne de YouTube? Comment je suis arrivé? En fait, tu sais qui je regardais à l'époque? Je regardais Rob Riches. OK. Et Rob Riches, à l'époque, était chez Prozis. Et je regardais les vidéos de ce mec et je me disais, putain, c'est cool ce qu'il fait. C'est cool, j'aime beaucoup tout ça, machin. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais déjà client chez Prozis. Et, et moi, déjà au début j'étais quelqu'un de très psychorigide sur la technique. Tu vois, j'étais quelqu'un de très psychorigide. Donc, je savais que c'était mon truc. Tu vois, je savais que c'était mon truc. Et, euh, et je me disais, mais sur Internet, sur YouTube, ou tout du moins sur le YouTube français, sur le feed game français, hein, comme les gens aiment l'appeler, Hmm. il n'y a pas réellement de tutoriel technique, mais vraiment poussé, qui explique aux gens comment réaliser un exercice efficacement, mais surtout sans se faire mal. Donc, les seuls tutos que tu avais, Jamo, c'était une vidéo de 20 secondes où tu avais un mec qui faisait l'exercice. Ça pose deux problèmes. Le problème, c'est que la seule méthode d'apprentissage que tu peux avoir, c'est ce qu'on appelle le mimétisme, la singerie, au sens littéral du terme, hein, c'est-à-dire singer, c'est-à-dire que tu vas répéter l'exercice. Le deuxième problème, c'est que si l'exercice est mauvais, tu vas répéter un exercice qui à la base est mauvais. Donc tu vas t'habituer à des mauvais gestes. Et donc tu vas entretenir des mauvaises habitudes. Et, euh, et je me rappelle, j'ai dit à Alexandra, qui était ma compagne à l'époque, hein, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais me lancer, je vais faire une chaîne YouTube où en fait, je vais faire des tutoriels muscu, mais vraiment poussés, c'est-à-dire prendre les gens par la main, façon de parler, et leur expliquer, voilà, de la tête aux pieds, comment vous devez vous placer, comment vous devez effectuer l'exercice, tout en les sensibilisant justement sur le bon geste pour l'efficacité de travail, mais également sur la préservation articulaire, ne pas se blesser, tout ça, machin. Et elle m'a dit, ouais, super idée. Et par contre, moi, j'y connaissais rien en montage, tout ça, machin. Jamo, je connaissais rien. Moi, j'ai vécu avec le Minitel, tu vois. Donc, Hmm. je savais pas. Demain, YouTubeur, pour moi, c'était compliqué. Donc, j'ai appelé deux potes qui étaient très dans l'informatique, et dont Robin, qui est un ancien, qui est un ancien, non, il est toujours policier, qui était un ancien de mes collègues quand on était en bac. Et j'appelle, je dis, Robin, j'ai une idée, je pense que ça va marcher. Et écoute bien, je me suis repris, je dis non, ça va marcher. Il m'a dit quoi? Alors, je lui ai expliqué le truc. Il me dit, c'est super ton idée. C'est super. Donc voilà, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, je donne ce conseil à tous les gens qui veulent se lancer sur YouTube. N'hésitez pas dès l'instant où vous sentez que le contenu que vous allez apporter euh, est pertinent. C'est-à-dire qu'il apporte quelque chose, encore mieux, il apporte quelque chose que personne n'avait apporté. Et si vous apportez quelque chose que quelqu'un a déjà apporté, soyez quelqu'un d'autre. Ne soyez pas le clone de Jamo Nezar, d'Enzo Fukra, de Thibaut InShape, de ce que vous voulez. Soyez vous-même, mais apportez quelque chose de pertinent. C'est les deux conseils que je peux vous donner. Mais surtout, n'hésitez pas. Donc, je me suis lancé là-dedans parce que si tu veux, Jamo, moi, je pars du principe et je le dis toujours. Et on en a déjà parlé. Hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a un très grand problème. C'est que les jeunes pratiquants, mais même les moins jeunes, hein, se focalisent sur des détails de la musculation qui n'auront réellement aucun impact ou vraiment mineur sur leur progrès. Alors qu'en fait, ils en oublient le principal. Le principal lorsque tu fais un sport, c'est quoi? C'est la technique. Que tu sois footballeur, que tu sois volleyeur, que tu sois nageur ou que tu sois culturiste, et s'il y a bien un vecteur commun à tous ces sports, c'est la technique. Si tu n'as pas de technique, bah, tu vas pas aller bien loin, tu risques de te blesser, tu vas pas progresser, tu vas te démotiver, tu vas arrêter. Pour apprendre, pour espérer courir, apprends à bien marcher. Voilà pourquoi j'ai monté, voilà pourquoi j'ai créé Enzo TV. Et c'est aussi pour ça que ça a connecté entre nous. Parce que je me Mhm. dis, putain, ce mec-là, il fait des trucs cool. Nous, tous les deux, on a un bon exemple, c'est qu'en fait, on, on est à peu près sur le même créneau,
même si tu es un peu plus dans le vlog que moi. Mais on est deux caractères différents. Vous voyez ce que je vous ai dit? C'est exactement ça. Là, vous avez l'exemple parfait. C'est que Jamo et moi, nous sommes deux personnes foncièrement différentes. Même si quand on est tous les deux, on est des gamins de 5 ans. On aime Mais tu ramènes le gamin de 5 ans, c'est moi qui ramène. Lorsque ouais, voilà. sérieux, je ramène et tu deviens comme moi. C'est cool, c'est super cool. Je dis que ce qui marche, cette connexion qui est entre nous et ce qui fait, c'est l'opposition des genres. Je vais nous comparer, tu sais à qui? À Laurel et Hardy. Exact. Pourquoi Laurel? Mais c'est ça. Frérot, c'est ça. Laurel et Hardy, pourquoi ça match? T'as un grand sec, t'as un petit gros. Tu vois? Et en fait, nous deux, c'est exactement la même chose. Toi, t'es quelqu'un de très expressif, très démonstratif, t'es un sacré personnage. Et c'est ce qui fait que tu es quelqu'un de très attachant. Et je suis le premier à le dire. Et d'ailleurs, je le dis autour de moi, quand on me parle de toi, je dis oui, c'est quelqu'un de très attachant. C'est un personnage. Alors que moi, je suis quelqu'un de peu plus rigoureux, militaire, un peu plus carré. Il n'y a pas un poil qui dépasse, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as monsieur sérieux et monsieur on va faire les cons. Mais au final, les gars, on arrive tous les deux au même but. On aspire au même but, c'est vous apporter des choses. Et comme l'a dit Jamo, et c'est une très très belle, c'est un très beau une très belle comparaison que tu as fait avec ma carrière de policier. Et je t'en félicite d'avoir rebondi là-dessus. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai eu la chance d'être entouré de collègues qui avaient de l'expérience. Aujourd'hui, Jamo et moi, on peut se targuer, hein, et mes cheveux blancs peuvent en témoigner. On peut se targuer d'avoir une certaine expérience dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé maître, mais on commence à réellement maîtriser notre sujet. Et ayez conscience de cette chance. Entourez-vous de gens qui ont cette expérience. C'est ce qui va vous permettre de mûrir, d'avancer, de gagner du temps. Parce que c'est ça la moralité de l'histoire. C'est que nous, on vous apporte du contenu, des informations issues de choses qu'on n'a pas réussi. On a perdu du temps au final, Jamo. Si tu fais le bilan, moi personnellement, je sais pas, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps. Il y a des moments où je me suis entraîné des 4-5 mois, n'importe comment. Si tu mets tout bout à bout, sur 29 ans de pratique, j'ai perdu beaucoup de temps. Et bien aujourd'hui, tout ce temps qu'on a perdu, et ben on évite que vous-même vous le perdiez. Parce que le temps, et Jamo, tu es d'accord, hein, c'est la ressource la plus importante sur cette terre. Beaucoup plus importante que l'argent. Le temps ne revient jamais. Et, une fois qu'il est parti, il est foutu. Donc voilà mon Jamo. Ce que tu as dit, c'est vraiment vrai, si ça se dit en français, parce que je pense en anglais. C'est vraiment pour dire que c'était vraiment vrai. C'était vraiment vrai parce que si tu vois comment on est lorsqu'on fait les séminaires, par exemple, lorsque on fait les séminaires ensemble, tu arrives avec ta philosophie, j'arrive avec ma philosophie, ouais. mais on est tout le temps, on se retrouve tout le temps au même point. On aspire au même but, on tend au même but. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. C'est juste, on s'amuse, on partage. Des fois, on ne s'entend pas sur des points, mais on revient tout le temps au même point. On fait ça, boum, et après, on revient. Oui, bah bien sûr. Et c'est ce qui fait notre chemistry, si ça se dit en français. Chemistry, comment vous dites chemistry en français? L'alchimie. C'est alchimie. Notre chimie. Et c'est très, très spécial. C'est pour ça que pour moi, lorsque les gens, des fois, me demandent est-ce que tu peux faire une collaboration avec cette personne, je suis ouvert à faire des collaborations avec d'autres personnes, mais si je n'ai pas cette chimie, par exemple, lorsque je fais une collaboration avec Bodytime, je suis différent. Lorsque je suis avec Eusan, je suis différent. Lorsque avec toi, parce que c'est la personne qui ramène ce personnage de moi. Donc, l'avantage à nos âges, c'est qu'on ne se force plus à faire les choses. Non. Moi, je me rappelle, on l'a tous déjà fait. Je me rappelle à 20 ans, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, travailler ou être amené à travailler avec des gens que je n'appréciais pas. Et parce qu'il y avait, vous savez, ces sphères d'influence, ces machins, voilà, c'est comme ça. On l'a tous vécu et vous le vivrez également. L'avantage, c'est qu'avec l'âge, on se force plus. Mais dans tous les plans, hein, que ce soit dans la vie privée, si vous voyez ce que je veux dire, on ne se force plus à c'est génial ce que tu fais alors qu'en fait c'est de la merde. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que tu dis de but en blanc à la personne c'est de la merde. Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, mais foncièrement tu ne te forces plus. Moi, j'ai quitté mon travail pour ne pas faire des trucs qui m'emmerdent.
Quand on me demande de faire des choses sur YouTube qui foncièrement ne me plaisent pas ou voilà, pour moi ne sont pas pertinents, je les fais pas. Je les fais pas. Je les fais pas. Pareil pour les collaborations. Faire des collaborations parce que ça va me rapporter des vues, parce qu'on va se faire un ping-pong, machin, tout ça, mais j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est faire des choses qui me plaisent et travailler avec des gens qui me plaisent. Et c'est l'avantage de vieillir, c'est que tu ne te forces plus. Parce que tu mûris, tu sais, tu penses pas de la même manière. Mais bien sûr, mais il y a un avantage, hein. Alors, je vais vous donner un scoop, les gars. C'est qu'il y a quand même un avantage à vieillir. C'est que plus tu avances dans l'âge, c'est plus tu sais ce que tu veux, mais tu sais également ce que tu ne veux plus. Et pour savoir ce que tu ne veux plus, il faut l'avoir vécu. Et pour l'avoir vécu, bah, il faut de l'expérience. Donc, il faut inéluctablement avoir un certain vécu. Donc, vieillir. Donc, c'est important. On vit. Moi, je n'ai jamais été aussi bien dans mes pompes qu'aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux plus. Donc, tu es en parfaite harmonie avec toi-même. Et je sais ce que je veux faire de la manière que je veux le faire. Donc, je suis totalement épanoui. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, lorsque tu mûris, tu vois les choses encore plus claires. Bien sûr. Par exemple, notre contenu. Moi, par exemple, tu sais, au début, c'était OK. Moi, j'adore le tableau. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh, trop de tableaux. Je fais certes les vidéos dans les salles de gym et je continuerai tout le temps à les faire. Mais le plus j'avance, le plus je me retrouve en train de vouloir devenir de plus en plus un éducateur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment en ce moment, I'm having the time of my life. Je suis en train de vraiment apprécier la musculation encore plus par rapport à ce que j'étais auparavant. Donc, c'est plus partager du savoir, éduquer, aider. J'ai des formations que je suis en train de faire, comme tu le sais, pour coach et pour élèves, que je continue à vraiment vouloir agrandir de plus en plus parce que c'est ce que je veux laisser derrière moi. Il y a des gens qui disent, est-ce que tu es old school, tu es new school? Toi et moi, on est la même. On est old school et on est new school. On est le pont entre les deux. On Exactement. puise des deux. Exactement. On peut se targuer d'avoir connu les deux. On puise des deux parce qu'on est assoiffé de savoir, de vouloir encore apprendre de plus en plus. On continue à apprendre de plus en plus. Il y a une personne qui m'a dit, d'après toi, quel est le meilleur coach en ce moment? Je dis, il n'y a pas de meilleur coach. Non. Il n'y a pas de meilleur coach parce qu'à la fin de la journée, toute personne qui te dit je suis le meilleur coach ou il est le meilleur coach, pour moi, c'est pas vrai parce qu'on continue tout le temps à apprendre. On apprend Non, tout le temps, on n'est jamais meilleur. il y a des caractères différents, il y a des visions du travail différentes, il y a du, il y a, il peut pas y avoir de meilleurs coachs. Mm-hmm. Pas y avoir de meilleurs coachs. Tu vas avoir des coachs qui ont énormément de théorie, qui ont énormément de connaissances, mais qui foncièrement n'ont absolument aucune pratique. L'inverse est bon et valable aussi, hein. Tu as des coachs qui ont énormément de pratique, mais qui n'ont pas de connaissances. Il faut aligner les astres pour être un bon coach. Pour être le meilleur coach, ça n'existe pas. Mais il faut aligner les astres pour être un très bon coach. Il ne suffit pas d'être l'un, d'être l'autre. J'ai souvent dit, moi, pour moi, un bon coach, il y a trois astres. Donc, il faut que les trois astres soient alignés. La première, c'est la représentativité. Alors, on ne te demande pas de faire 120 kilos de masse, on ne te demande pas d'être sec à 4%, mais tu dois être à l'image même de ce que tu prônes chez ton client. C'est-à-dire, si demain, tu dis à ton client, tu lui fais faire, je sais pas, du gainage, ce que tu veux, et tu lui dis, rentre-moi ce ventre, tu le motives, tu le gueules dessus, machin et tout, et qu'en fin de compte, toi, tu arbores du ventre, t'es un sketch. Je veux dire, tu, tu sensibilises et tu prônes le travail, le machin, enfin le dépassement de soi-même, alors qu'en fait, tu n'es même pas le premier exemple de ce que tu dis. Donc non. Donc pour moi, il y a quand même un caractère de représentativité qui est hyper importante, vraiment importante. La deuxième, ce sont les connaissances. Les connaissances, pourquoi? Parce que si tu n'as pas de connaissances, pour moi, un bon coach, ça passe aussi par le fait de pouvoir argumenter, Jamo, tous les choix que tu opères chez ton client. Toi, demain, lorsque tu as un client et que tu lui dis, voilà, tu vas faire tel exercice, il ne faut pas lui dire, tu vas faire tel exercice parce que c'est cool. Parce que, encore une fois, moi, je le dis aux jeunes qui sont en centre de formation pour coach, je dis, vous savez, il y a des gars, il y a des clients qui vont vous dire, oui, mais pourquoi cet exercice?
Et là, si tu bugs une fois, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu leur demandes une deuxième fois que tu bugs, une troisième fois tu bugs, là, tu perds ta crédibilité. Et un coach sans crédibilité, c'est un coach qu'on ne veut pas. Donc, il est important d'avoir les connaissances. De toute façon, c'est la base de tout. Tu veux réussir, il faut des connaissances, quel que soit le domaine. Donc, c'est important d'avoir ces connaissances. Et la troisième, c'est la communication. Avoir des connaissances, c'est bien. Tu sais, moi, j'ai eu des profs pendant tout mon cursus d'études. J'ai eu des profs qui m'ont donné envie d'apprendre. J'ai vraiment des profs qui m'ont donné envie d'apprendre parce qu'il y a eu cette manière d'amener les choses. Ils t'ont donné envie d'apprendre, ils t'ont donné envie véritablement d'aller au charbon, de donner le meilleur toi-même. J'ai eu des profs qui sur le CV étaient très bons, mais avec qui ça ne passait pas. Parce qu'il n'y avait pas ce truc. Et ce truc, ça passe par quoi, Jamo? Ça passe par là. Ça passe par la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu transmets les choses. Et c'est ça qui est important. La communication, faire preuve d'empathie. Il y a une dimension très psychologique. Tu ne vas pas aborder une personne de la même façon. Tu vas avoir une personne, je ne sais pas, qui a un passé assez houleux, qui est limite en dépression. Tu ne vas pas l'aborder de la même façon qu'une personne qui va venir te voir en disant écoute, moi, Enzo, moi, j'ai des clients qui m'ont dit ça. Hein. Écoute, Enzo, moi, je suis un feignant. Alors ne m'écoute pas parce que je vais te faire chier. Je vais te faire chier. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Il ne m'écoute pas. Donc, ce sont des gens qui sont venus me voir en me disant, écoute, moi, j'ai besoin que tu me mettes des coups de cravache. Donc, foncièrement, tu dois faire preuve d'empathie par rapport à la personne à qui tu as affaire parce que tu ne peux pas agir de la même manière. Donc, pour moi, lorsque tu alignes ces trois astres, on peut déjà dire que tu es un bon coach. Enfin, tout du moins, moi, je pense que tu es un bon coach. Pour rebondir sur ce que tu as dit et les profs et la communication, tu sais comment que j'ai eu mon style de faire mes vidéos? Non? À travers notre prof de sciences lorsque je passais mon bac. C'est C'était pas vrai. français. Écoute bien ça. Je l'adorais. Pourquoi? Parce qu'il était tellement marrant. Et j'ai puisé, je me rappelle de lui, son style d'éducation. Mais tu sais, on avait hâte de commencer la classe. Il était tellement marrant, mais comment qu'il décrivait la cellule. Et la cellule, c'est comme une amande. Il adorait fumer. Il me dit, allez, je reviens dans 2 minutes. Il va fumer, il revient. Tellement marrant. Mais j'avais des 17 et des 18 sur 20 en sciences. Le prof de maths, je le détestais parce que le mec, il arrivait, il nous faisait chier. Incroyable. Et la manière de vraiment attirer, je l'ai puisé de lui. De lui. Il faut, le plus je le fais, le plus je me rends compte. Il faut dire une histoire. Les gens adorent les histoires. Tu vois ce que je veux Ah oui, dire? bien sûr. Ah oui, oui. Mais J'adore les comment tu as fait cette histoires. dédicace? Est-ce que tu as essayé de le recontacter? Il est toujours là ou pas? Non, non, C'est ça fait dommage. longtemps. Je crois qu'il est, non, il avait déjà 40 ans. Non, il est Ah, mort maintenant. Il a dû mourir parce que moi, j'avais 17 ans. ah ouais, ouais. Bon, Il est bah peut-être mort. pas. Hein. Mais il était incroyable, Mais c'est frérot. marrant quand même. Incroyable. Il était tellement marrant. Il nous faisait rigoler. On avait hâte de commencer la classe. Ouais, Si mais on c'est faisait ça. chaque jour, on le faisait chaque jour. Et on était tous bien. Hein. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'emmerdait dans la classe. Parce qu'il Mais c'est était important. marrant. Bien sûr. Marrant. Moi, j'avais un prof d'anglais aussi, comme ça, il marchait énormément par dessin. C'était un très bon dessinateur et il faisait les dessins très marrants. Et c'est vrai que il faut une certaine manière d'amener les choses. Moi, je connais des personnes dans le milieu du coaching hein, qui ont énormément de connaissances, mais qui ont une faculté de communication proche de zéro. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas envie. Mais Ils ne tu donnent sais, pas envie. et tu sais pourquoi? Parce ils sont inconfortables avec eux-mêmes. Ils sont pas de confiance. C'est un manque Mhm. de confiance. C'est un problème d'image. On revient tout le temps à ça. Malgré toutes les connaissances, parce que tu peux aller faire avoir tous les diplômes Ah dans oui, la oui, bien vie, sûr. si tu n'arrives pas à communiquer et à partager, si je reviens sur ce que tu as dit auparavant, tu sais, tu avais parlé je l'ai perdu déjà, tu avais parlé du coaching, comment Mhm. vraiment connecter la connexion psychologique mentale avec ton client. Ça, c'est très, très important parce qu'à la fin de la C'est journée, important. c'est ce que j'apprends à mes coachs et je leur dis,
La première des choses que vous devriez vraiment, vraiment comprendre dans le monde de coaching, c'est cette capacité de connecter avec vos clients, les comprendre. Ne les coachez pas, éduquez-les, parce qu'ils vont tout le temps se rappeler de ça. Bien Parce sûr. que si ils vont chez un ami, ils disent, OK, pourquoi tu fais cet exercice? Ils vont dire, parce que Jamo ou Foukram l'a dit. Non, il faut leur dire pourquoi vous le faites. Parce qu'ils vont l'apprécier encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr, et c'est important de communiquer. Et là, c'est un petit message à tous les coachs. C'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est-à-dire qu'avant même que vos clients vous posent des questions, ne leur laissez pas la possibilité, l'opportunité de poser des questions. Fermez toutes les Exactement. fenêtres. C'est-à-dire que montrez que vous maîtrisez, montrez que vous avez considéré et respecté son unicité physique, que chaque exercice, le moindre exercice que vous avez sélectionné, a une raison. Et ça a été réfléchi. Et ça va instaurer un climat de confiance. Et c'est la confiance entre un client, entre une personne qui est coachée et son coach, c'est primordial. Quelqu'un qui a confiance en vous, c'est quelqu'un qui va se donner au maximum. C'est quelqu'un qui va se donner au maximum. Ne soyez pas ces coachs qui mettent du squat parce que le squat, bah, il faut en faire. J'ai encore vu récemment une personne qui était allée voir un autre coach dont je tairai le nom, qui lui a mis du squat parce que bah, c'est comme ça, il met du squat, et que la personne avait une double hernie discale. Ne faites pas partie de ces personnes-là. Parce qu'au final, vous allez peut-être gagner du temps sur le coup, hein, parce que vous allez balancer un exercice comme ça. Déjà, c'est pas très professionnel. Mais sur le long terme, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Et moi, tu sais, je suis pas dans la polémique. Hein, je tais les noms, je m'en fous. C'est, je connais, hein, mais je le tairai. Et donc, ne soyez pas de ces gens-là, de ces coachs-là. Soyez des coachs professionnels et instaurez véritablement un climat de confiance et de sécurité avec vos clients. C'est hyper important. Décris-nous, super, super, ce que tu as dit, c'est vraiment, vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis vraiment, vraiment excité de te poser la prochaine question. Décris-nous J'ai peur. la journée Foukra. Comment que tu commences ta journée? La Qu'est-ce que journée tu Foukra. fais du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches? Vas-y. Alors, je me réveille. Première chose que je fais, alors c'est la chose la plus passionnante de la journée, hein, je vais aux toilettes, non, je déconne. Non, je me réveille, je prends mon petit déj. Une fois que j'ai pris mon petit déj, alors tu sais très bien, un petit déj classique, hein, pain au chocolat, croissant, Nutella, un grand classique. Sérieux? Sérieux? Tu fais le thé? Donc non, je prends mon petit déj, ensuite je vais sur le PC. Alors Ouais. la pièce dans laquelle je suis là, hein, malheureusement, j'y passe énormément de temps, même s'il fait très beau dehors. Donc, je vais sur mon PC, je check mes mails, ça c'est essentiel. Je réponds aux messages. Je réponds aux messages qu'on m'envoie sur Instagram parce que je pars du principe euh, que lorsque tu as pris 20 secondes de ton temps pour me soutenir sur une vidéo ou que tu m'envoies un message pour me dire c'est bien ce que tu fais, bravo, ça m'apporte beaucoup, je ne sais quoi, je pars du principe que je ne suis pas au-dessus du soleil et que si tu as pris 20 secondes de ton temps pour m'envoyer un message, je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas 20 secondes de mon temps pour te répondre. Ça s'appelle la considération, la reconnaissance et le respect. Donc, d'ailleurs, après ce vlog, d'ailleurs, après ce podcast, tu peux aller voir toutes mes vidéos YouTube. Je réponds absolument à toutes les personnes qui me mettent un commentaire. Parce que ce sont ces personnes-là qui donnent la véritable valeur à notre travail. Et je le dis encore une fois, Jamo, pour moi, hein, tu peux faire le meilleur travail du monde. Ceux qui vont véritablement lui donner cette valeur, c'est ceux qui l'utilisent, c'est ceux qui l'encensent, c'est ceux qui le félicitent, c'est ceux qui l'applaudissent et c'est ceux qui le partagent. Tout à Donc fait d'accord. effectivement, que ce soit toi ou que ce soit moi, force est de constater qu'on doit faire du bon travail. Mais c'est vous, toi, derrière la caméra, qui donne sa véritable valeur à mon travail, au travail de Jamo. Voilà pourquoi, à mon sens, euh, je suis quelqu'un de très proche avec ma communauté. Et c'est aussi pour ça que je connecte énormément avec toi, parce que tu es quelqu'un de très proche avec ta communauté. Et c'est important. On a été éduqués comme ça, que ce soit Jamo et moi, on a été éduqués à toujours dire merci aux gens. On a été éduqués à avoir cette reconnaissance et cette considération envers toutes les personnes qui nous permettent de faire ce qu'on fait actuellement. Et, euh, et donc voilà, donc je réponds aux commentaires. Ensuite, ensuite c'est le moment du coaching. Donc je regarde tous les coachings que j'ai en stand-by. Donc j'en fais quelques-uns.
À l'issue de quoi, bah, il est l'heure d'aller faire un peu de sport. Donc, je vais à la salle, je m'entraîne. Généralement, ces temps-ci, je fais un petit live salle. Donc, ça me permet de. Bon, des fois, je retire un peu le t-shirt. Alors, les gens dont la pudeur a été choquée, Tu adores enlever ton ma t-shirt. salle, ils s'entraînent torse. Sachez encore une fois que si je retire le t-shirt dans ma salle, c'est parce que dans un périmètre de 10-15 mètres autour de moi, il n'y a absolument personne. Non, j'insiste, Jamour. Je Moi, sais, je rigole, je rigole. Mais ouais, ouais, non, 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 donc, je fais un petit live, et puis, ouais, tu voulais dire? je voulais dire quelque chose, excusez-moi. Ce que j'adore, ce que je vais t'instaurer, tu fais ça. Ah ouais. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu sais quoi? La prochaine fois, je te jure que c'est vrai. La prochaine fois, je fais le Jamo style. Je fais cette tête-là la prochaine fois. Je sais pas si ça va rendre aussi bien, mais je le ferai. C'est un tueur. Ouais, vas-y. Donc, je fais un petit live. Ensuite, je rentre chez moi. Je déjeune. Je retourne, je retourne au coaching. Alors, j'essaie de quasiment tous les boucler. Et ensuite, je fais tout ce qui est communication, s'il y a des événements. S'il y a des événements, par exemple, là, il y a le Tour de France que j'effectue, que j'ai commencé à Nancy il y a à peu près maintenant 2 semaines. Donc, on a 12 étapes. Au final, il y en a 4 autres qui se sont greffées. Donc, je vais parcourir la France, dans les grandes villes majeures, pour aller à la rencontre des gens de la communauté. Puisqu'il n'y a pas eu d'événement, et ben écoute, je me suis créé le mien avec mes sponsors et on va aller remercier les gens dans leur ville en leur faisant gagner un stage technique, une séance d'entraînement qui sera filmée et tout. D'ailleurs, la vidéo arrive très bientôt. Donc, il faut quand même organiser tout ça. Donc, c'est moi qui organise tout ça. Et puis voilà, tous les projets qui est en cours. Il y a mon application de coaching qui va sur mobile qui va bientôt sortir. Donc, c'est également Elle n'est énormément de pas travail. sortie? Je crois qu'elle était sortie, Non, excuse-moi. non, elle n'est pas encore sortie. Non, elle n'est pas encore sortie. Non, non, non. Il y a encore 2, 3 trucs à peaufiner. Donc, avec mon sponsor initié, on est vraiment en train de faire un truc ultra qualitatif. Donc, il faut quand même que je bosse dessus. Et puis, bah, il y a aussi les vidéos YouTube, hein. Il faut quand même travailler un petit peu, trouver le sujet, même si j'ai déjà une liste de sujets à traiter. Et voilà, ça fait une journée bien remplie. Et des fois, je finis par un live si j'ai un peu de temps. Quand j'en fais pas, c'est parce que j'ai travaillé assez tard. Et ensuite, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour les proches, avec ma compagne et tout. Le temps pour toi, c'est quoi? C'est ton hobby. C'est quoi ton Ah hobby? oui, je Dis-leur. sais, mais tu le sais, moi je suis un gamer. Je suis un gamer. J'adore le jeu vidéo. Ouais, j'adore le jeu vidéo. J'adore le jeu vidéo. J'ai même ouvert une chaîne Twitch. J'ai streamé je streamais 3 fois par semaine pendant pas mal de temps. Et malheureusement, je me suis vite fait rattraper et submergé par le travail. Et puis bon, bah voilà, hein, Twitch, je l'ai toujours dit, ça fait partie du kiff. Mais avant de kiffer, il faut travailler. Donc, non, là, j'ai énormément de choses à faire. J'ai vraiment énormément de choses à faire. Il me faudrait des journées de 30 heures, ça serait bien. De 30 heures. Je dors très peu aussi. Je dors à peu près 5 heures par nuit. Et, euh, et puis voilà, non, non, beaucoup de choses à faire. Mais c'est top, hein. Je préfère ça voilà, que rester tout seul chez moi et de me dire, bon, bah, à quoi je sers, quoi, tu vois. C'est super. Comme je l'ai dit auparavant, le temps passe vite. Il ne Ah oui, revient non, mais jamais. c'est Donc, ce que tu fais de ton temps, c'est ce qui va décider ton bien succès sûr. ou ton échec. Et d'après ce que je vois, c'est incroyable ce que tu fais parce qu'à la fin de la journée, comme moi, chaque heure est calculée. Ah ouais, ouais, Très important. Lorsque tu as une famille, c'est encore pire parce qu'il faut donner du temps à ta famille, à ta fille, dans ma bien sûr. situation. Une question que je voulais vraiment te poser aussi, est-ce que ton entraînement a changé avec l'âge? Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est dommage qu'il y ait pas Lorenzo qui soit là ou même Bruno avec qui je m'entraîne actuellement, un ancien qui est super bien. Ouais, mon entraînement a changé. Moi, quand j'avais dans mes débuts, je vais prendre ma vingtaine en référence parce que c'est là où j'avais déjà quelques années de bouteille derrière moi. J'étais, j'étais indestructible. Indestructible. Je faisais des trucs, mais juste pour le fun. Je faisais des tractions. Je pouvais venir à la salle et faire 2 heures de traction, c'est-à-dire faire une série de tractions, faire 6-8 reps, prendre 1 minute 30 de repos, refaire 6-8 reps, et je te faisais ça pendant 1 heure, 2 heures. Alors, foncièrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je faisais des séances à rallonge, je m'entraînais. C'est bien simple. Mon temps de repos, tu sais quand est-ce que je le prenais, Jamo? Lorsque les céphalées
tu vois, les céphalées, les maux de tête que provoque le surentraînement, lorsque les céphalées n'étaient plus tolérables. C'est-à-dire que lorsque j'avais la tête qui allait exploser, je me disais, allez, je vais prendre un jour de repos. Mais pour moi, c'était là. Je me suis vu, lorsque ma salle était fermée, par exemple, je me souviens d'un 1er mai, la fête du travail, toutes les salles étaient fermées. J'ai fait 1 heure et demie de transport pour aller à Gennevilliers, dans le commissariat d'un collègue, parce qu'ils avaient une salle équipée en sous-sol. 1 heure et demie de transport, 3 heures aller-retour pour pouvoir aller m'entraîner. C'est ta passion pour ça change. Ça, c'est la passion pour la muscu. Mais c'était trop, en fait. C'était trop. C'était trop. C'est-à-dire que je m'entraînais trop. Et en fait, avec le temps, l'expérience, tu t'aperçois qu'en fin de compte, et je le dis souvent, plus n'est pas synonyme de mieux. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé chez moi. C'est-à-dire que je suis toujours quelqu'un qui est très dans le dur. Moi, j'aime ça, j'aime le dur. J'aime le dur. Mais en termes de volume de travail, en termes de respect de la récupération, aujourd'hui, tu vois, comme quoi les mentalités changent. On acquiert de l'expérience, on acquiert de la maturité. Aujourd'hui, il y a 2 choses que je dis. C'est plus n'est pas synonyme de mieux. Et j'ai la deuxième chose que je dis à toute ma communauté, c'est que pour moi, tu es un bon athlète lorsque tu as compris que la récupération est aussi importante que le travail, que la récupération fait partie intégrante du processus de développement, du processus de progression. Chose que, voilà, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je faisais. Donc, c'est en ce sens que j'ai quand même, voilà, j'ai quand même mûri, mon entraînement a changé. La seule chose qui n'a pas changé depuis le début, c'est ce côté hardcore, parce qu'encore une fois, c'est ma manière c'est ma manière de m'entraîner. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime dans l'entraînement. Et d'ailleurs, tu le sais, moi, je ne m'entraîne quasiment plus. Je m'entraîne, je le dis souvent, aimez ce que vous faites. Lorsque tu aimes le travail davantage que le résultat, tu peux être certain d'une chose, c'est que le résultat, il sera bon. Aimez le process. Lorsque tu aimes le process, lorsque tu embrasses et que tu aimes davantage tout ce chemin qui va être jonché de travail, tu restes focalisé là-dessus parce que tu aimes ça, le résultat, il peut être que bon. Il peut être que bon. Alors que si tu fais ça uniquement pour le résultat, il arrive quand, il arrive quand, il arrive quand, il arrive quand, lorsque tu aimes t'entraîner, tu es certain d'une chose, c'est que tu vas durer dans le temps. C'est que tu ne vas pas compter les jours. Tu vas être patient. Aimez ce que vous faites. Et je l'ai dit au tout début de ma chaîne, je disais que la passion amène la patience. Et moi, j'aime ça. J'aime m'entraîner. J'aime bien le résultat. J'adore le résultat. Mais ce que j'aime avant tout, c'est le travail. Je suis un travailleur. J'ai toujours été un travailleur. J'ai besoin de travailler. Je ne peux pas rester comme ça. Ou si je reste comme ça, par exemple, lorsque je joue le soir, j'ai besoin de me dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Voire même plus. C'est plus le petit plus. Toujours. Et c'est hyper important. Aimez ce que vous faites. Aimez le travail. Super. Comment que tu vois le French Fit Game, l'évolution? Comment que tu la vois du French Fit Game dans les 5 années qui vont? Moi, je ne regarde pas, Jamo. Je ne regarde pas. Tu sais, moi, je fais partie de ces personnes. Je fais partie de ces personnes. Et j'étais déjà comme ça quand j'étais policier. C'est-à-dire que lorsque j'étais policier, soit lorsque je quittais le commissariat ou lorsque je quittais le groupe, bon, il ne fallait pas que j'assiste à une agression ou un délit. J'intervenais, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois que j'intervienne hors service. Parce que tu peux intervenir hors service. Donc, je ne fermais pas les yeux en disant, c'est bon, je ne suis plus policier. Mais si tu veux, lorsqu'il n'y avait pas ce cas de figure qui se présentait, je sors de ma bulle. Je sors de ma bulle. Lorsque Enzo Fukra, dans sa journée, le matin, il travaille muscu. C'est-à-dire que voilà, coaching, il travaille muscu. Ensuite, il fait la communication sur sa chaîne. Donc, on est encore dans la muscu. Il s'entraîne muscu. Une fois que tout le travail est fait, je sors de ma bulle. Les gens ont tendance à croire, à tort, que je lis des trucs de muscu toute la journée. Je regarde des trucs de muscu toute la journée. Je vais sur le YouTube pour regarder des chaînes muscu. Eh bien, sachez que c'est tout l'inverse. Moi, une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire, une fois que j'ai fait mon travail, une fois que je me suis entraîné, une fois que j'ai remercié et que j'ai communiqué avec toute ma communauté, c'est terminé. La muscu, elle sort momentanément de ma vie. C'est lorsque je vais sur YouTube,
je vais regarder tout sauf de la muscu. Donc, je regarde pas foncièrement de chaîne du feed game. Les seules chaînes que je regarde, c'est pas parce que tu es là, c'est toi parce que c'est le personnage. Moi, c'est le personnage, tu vois. Tu es un peu comme un frérot. Demain, il y aurait mon frère qui aurait une chaîne YouTube, je regarderais sa chaîne YouTube. Donc, foncièrement, je regarde tes vidéos, mais je ne regarde pas ce qui se fait sur le feed game. Lorsque j'ouvre YouTube, ça va être pourquoi? De la musique, cinéma, ça va être quoi? Des trucs de jeux vidéo, de l'animation japonaise, bastante. Hmm. Je regarde pas, je regarde pas. J'en fais déjà assez. Et je pense que c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez entretenir cette flamme le plus longtemps possible, ne faites pas d'overdose de muscu. Ce n'est pas parce que vous allez passer 15 heures à lire des trucs de muscu, à regarder, que ça va faire de vous un meilleur pratiquant. Ce n'est Non. pas pour ça que ça va vous apporter acquérir des connaissances. Vous n'avez pas besoin de rester 15 heures par jour. Je vais faire de la pub pour nos chaînes. Allez voir une vidéo de Jamo, allez voir une de mes vidéos. Ça dure 5 à 7 minutes. 10 minutes grand max. 10 minutes sur le nombre d'heures que vous avez dans une journée, c'est rien. Par contre, vous avez appris quelque chose qui pourra véritablement faire toute la différence dans votre pratique. Donc, foncièrement, ça représente un investissement de temps misérable, mais une rentabilité, un retour sur l'investissement temporel, si on peut appeler ça comme ça, assez conséquent. Donc, non, je ne regarde pas le feed game français. Ça ne m'intéresse pas. Moi, tant que j'ai fait ce que j'ai à faire, tant que j'ai partagé ce que j'avais à partager, la muscu. Parce que la muscu, c'est ma vie, mais il y a quand même une vie après la muscu. Euh, Dernière question. Ben, Sur qu'est-ce que ta vision pour le futur? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Inch'Allah, comme on dit. 5 sur moi. Comment je me vois? Je me vois dans 5, 10, dans 20 ans. Euh, Physiquement, bah, comme maintenant. Tu as Peut-être quel avec âge? beaucoup. 47 ans maintenant, désolé, excuse-moi. 47 ans, c'est ça. Quand tu me dis 45. 45. Ah, 45, 45, 45. 45, ouais. Moi, c'est 45 en décembre. Non, 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 35. J'aimerais bien. Mais bon, non. Comment je me vois? Je me vois toujours. Bon, déjà, au niveau de la passion, je m'entraîne toujours autant. Je m'entraîne toujours autant. Plus de cheveux blancs, ça, c'est une certitude. Euh, Bah, j'ai envie de te dire comme maintenant, mais avec plus de cheveux blancs. Comme maintenant. Parce que j'aime ma vie. Je l'aime vraiment. Tu veux avoir des enfants? Parce Non. que tu avais parlé et mentionné que tu sais. Oui, à un moment, oui, mais non. Non, non, non. C'est un choix, c'est un choix. Il faut savoir, Jamo, il faut savoir de quel bois on est fait. Hmm. Moi, je sais de quel bois je suis fait. C'est-à-dire que il faut être honnête avec soi-même. J'adore les enfants et je pense que foncièrement, j'aurais peut-être fait un bon père. Je pense que j'aurais fait un bon père, comme le mien, strict mais juste. Mais je suis trop centré sur mon activité, je suis trop centré sur soi-même. Alors certains vont dire oui, c'est de l'égoïsme. Oui, on peut assimiler ça à de l'égoïsme. Mais moi, la différence, c'est que je le clame haut et fort, c'est que j'en ai conscience. Je suis honnête avec moi. Je sais de quel bois je suis fait. Là où ça me pose problème, c'est les gens qui en ont conscience, mais qui, malgré ça, pour rentrer dans un pseudo-carcan social, font des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Lorsque tu sais que tu n'es pas à même de passer en deuxième, troisième place dans ta vie, ne fais pas d'enfant. Ça, par contre, pour moi, c'est le plus grand acte d'égoïsme que tu puisses faire. Parce que tu sais que tu vas mettre au monde un enfant à qui tu ne donneras pas de temps. Parce que tu seras trop selfish et trop concentré, trop focus sur ce que tu fais. Moi, je sais de quel bois je suis fait. Donc, voilà, encore une fois, c'est un choix. C'est un choix que j'ai pris et je l'assume entièrement. Et j'ai plein d'enfants déjà, vu que je suis le tonton de tout le monde. Ah je ouais, suis j'allais te plein de poser cette business. question. Excuse-moi, j'allais te poser cette question. Tu as des frères et des sœurs? Ouais, j'ai un frère et j'ai deux sœurs. Ah, cool, cool, cool. Ouais. Et mais j'ai déjà, voilà, j'ai tous mes neveux, mes nièces, j'ai tous les neveux et nièces de la communauté Enzo TV. Mais non, 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 j'aurais pas d'enfant, j'aurais pas d'enfant. Donc, par contre, je ne serai plus en France. Je pense que dans quelques Ah ouais, tu années, vas quitter, où est-ce que tu vas ouais, aller? je pense que je vais les quitter. Bah, il y a un pays qu'on aimerait bien, auquel on aimerait bien, dans lequel on aimerait bien s'installer, c'est la Hongrie. Ok. Tu Moi, sais, c'est attends, excuse-moi.
Tu sais, la personne la plus intelligente en France, c'est Frédéric Delavier. Tu sais qu'il est en Hongrie, lui. Ouais, il est en Hongrie, ouais, je sais. Moi, je suis amoureux de la Hongrie. Je suis amoureux de la Hongrie. J'adore Budapest. J'y suis retourné récemment après être parti en Crète avec ma compagne, qui c'était la première fois qu'elle y allait. C'est, cette ville apporte tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut demander. Il y a enfin, l'architecture est belle, la qualité de vie est exceptionnelle, les gens sont sympas. Il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de réelle insécurité ou voilà. Après, je suis pas allé dans les zones un peu plus peut-être sensibles, mais foncièrement, il fait vraiment bon vivre. Il fait vraiment bon vivre et je m'y sens bien. Moi, j'y suis allé plusieurs fois et c'est une ville qui, en plus, qui est très sportive, hein. Il y a énormément de salles de fitness en Hongrie, donc il y a une culture fitness qui est assez prononcée là-bas. Et non, je m'y sens super bien. Donc, effectivement, dans les années à venir, la Hongrie me fait de l'œil et je pense que je vais répondre par la positive à ce clin d'œil. Donc, Vas-y, frérot. ça sera la Hongrie. Ça sera la Hongrie, même si, en plus, l'avantage, c'est qu'en avion, tu mets moins de temps à faire Paris-Budapest en avion que de prendre la voiture et de partir du 93 jusqu'à Paris. Ah, mais c'est vrai. Donc, au final, voilà, je suis pas non plus à l'autre bout du monde si je veux aller voir mes parents et tout. C'est assez rapide. Et au niveau des projets professionnels, bon, il y a mon application qui va sortir, donc ça va demander énormément de temps et même de gestion hein, pour cette application. Je vais plus focaliser par rapport à mon contenu. Je vais revenir un peu aux sources. Je vais toujours dans le côté apprentissage, comme tu as pu le voir avec ma dernière vidéo, qui d'ailleurs marche très bien, que les gens aiment énormément. Je vous remercie énormément pour vos messages, vos témoignages de vos remerciements et vos témoignages de soutien. Donc, je vais revenir un peu plus sur des vlogs training. C'est-à-dire que tu auras véritablement l'apprentissage de par les consignes, mais également la visualisation de par l'entraînement en temps réel. Mm. Donc, je vais revenir sur ça. Je vais revenir aussi sur des choses par rapport à mon passé, au groupe d'intervention. Notamment, est-ce que la musculation m'a véritablement aidé dans la préparation de mes tests? Je sais que c'est quelque chose qui plaît énormément. En parallèle, je vais aussi me faire extrêmement plaisir en mettant en avant des activités que je fais à côté de la musculation, comme par exemple le tir ou la plongée. J'ai déjà partagé ça sur Instagram. Je fais de la plongée, du tir et du parachutisme. Je trouve Donc, je ça vais mettre. super d'ailleurs, excuse-moi. Ça, c'est super. J'ai été vraiment impressionné par ce que tu faisais. Je crois que je t'encourage à faire ça de plus en plus parce que les gens adorent. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi, c'est en toi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est encore une fois pour montrer que la musculation fait partie de ma vie, mais il y a une vie après la musculation. Bien Donc, sûr. c'est important aussi de s'ouvrir et de s'ouvrir à d'autres activités. C'est pas parce que vous ne serez pas focus muscu 24 heures sur 24 que ça fera de vous un mauvais pratiquant. Bien loin de là. Bien loin de là. Et donc voilà, je vais mettre ça un peu plus en avant, les vlogs training et puis l'application. Et je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est énorme. Donc, mais j'aime bosser. Tu sais, j'ai parlé de toi hier. J'ai dit à ma communauté, j'ai dit, vous savez, on va tourner avec Jamo demain. Et quelqu'un m'a dit, à ton avis, il va la sortir quand? On parle de Jamo Nézard, je dis. Jamo, si on tourne le samedi, elle est montée dimanche. Elle est montée dimanche. Et c'est ce que je retiens le plus de toi. Et c'est ce qui revient le plus euh, lorsque je parle de toi. C'est que tu es un bosseur. Tu es un monstre de travail. Et je le dis à chaque fois que je parle de toi. Et c'est aussi pour ça que je t'apprécie énormément, que je te respecte énormément, parce que j'aime les gens qui travaillent. J'aime les gens qui travaillent. Et toi, tu es quelqu'un qui bosse énormément, qui bosse sans compter. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Et c'est important que vous en ayez conscience. C'est que lorsqu'on vous fait une vidéo, vous pensez, oh, c'est cool, machin. Oui, mais c'est des heures de travail. Le dernier vlog que j'ai fait, Jamo, je suis arrivé au Rem Gym à 21h, je suis rentré chez moi à 4h30 du matin. Et c'est ce que j'aime chez toi. Et c'est pour ça que je me retrouve en toi. Et c'est pour ça que cette connexion se fait avec toi. C'est parce que tu es un putain de bosseur.
Tu es un monstre de travail et le succès que tu rencontres est on ne peut plus mérité. Et j'en profite d'ailleurs pour te reféliciter, même si tu sais pertinemment que je suis super fier de toi. Merci, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, frérot, parce que pourquoi je suis un bosseur? Parce que j'ai même pas le temps de penser à ne pas bosser, parce que lorsqu'on aime ce qu'on fait et lorsqu'on a une famille et on a une passion pour les choses qu'on fait, on pense même pas au boulot. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Ce vlog, décider de faire des podcasts, pardon, était quelque chose qui m'intriguait tout le temps. Tu sais, comme toi, j'ai cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, tiens, mon podcast, 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 podcast. Malgré que j'ai du boulot, mais regarde, ça nous a pris une heure et demie. On a parlé de beaucoup de et c'est choses. On a surtout qu'on parlé de s'est toi. fait plaisir. Ça On fait s'est fait plaisir. plaisir. Ça permettra aux gens de vraiment s'identifier et de passer du bon temps. Et ça me fait plaisir de le faire parce que à la fin de la journée, en plus du contenu qu'on fait, c'est que on est ici pour ne pas faire perdre le temps des gens. Certes, tu as parlé lorsque on avait abordé le sujet, comment que tu vois le feed game évoluer. Euh, certes, on n'a pas le temps de regarder les personnes ou voir ce que les autres sont en train de faire. C'est pas par manque de respect, c'est parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est parce que on veut faire des choses dans notre vie, on veut faire des choses qui vont nous faire avancer et faire avancer les autres personnes qui sont en train de nous regarder parce que, comme tu l'as dit, on est passé par tellement, on a fait des fautes euh, et on veut que les personnes qui sont en train de nous suivre ne pas faire les mêmes fautes, de s'éduquer plus rapidement. Si on arrive à inspirer une ou deux personnes lorsqu'ils regardent notre vidéo, on a déjà fait notre boulot. Et Bien sûr. je te Bien remercie sûr. pour tout ce que tu as fait. Et c'est pour ça que j'ai cette relation qui est très, très spéciale avec toi, que à chaque fois qu'on est ensemble, on sait qu'on va motiver et inspirer les gens. Et on passe du bon temps, tu sais. Et ce temps, je veux le maximiser, si ça se dit en français, Ouais, bien sûr, de plus en plus avec lorsqu'on avance. C'est pas le premier et le dernier podcast. Je vais t'inviter encore de plus en plus avec d'autres personnes et partager notre expérience dans le monde de musculation ou dans la vie, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que les gens veulent vraiment apprendre de nous. Donc, frérot, je te remercie, super gentil de ta part. C'est moi qui te remercie, Jamo. C'est moi qui te remercie. Là, D'être voilà, ici avec moi, ça me c'est ce fait qu'on vraiment, appelle vraiment joindre plaisir. l'utile à l'agréable. Comme tu as dit, on a passé un bon moment, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mais le côté utile, c'est que des fois, quelques mots peuvent éveiller des consciences. Quelques mots peuvent faire prendre conscience. Il y a des mots qui peuvent faire changer une vie, qui peuvent vous faire entreprendre ce que vous ne vouliez peut-être pas entreprendre, ce que vous aviez peur d'entreprendre. Le mot, c'est encore une fois, et je reviens et c'est important, c'est quelque chose de très puissant. Et donc, si on a pu voilà, éveiller certaines consciences ou renforcer certaines convictions, eh ben, comme l'a dit Jameau, le taf est fait si on peut appeler ça un taf. Donc, encore une fois, merci infiniment de m'avoir invité et je suis super content d'avoir passé ce moment avec toi. Avec plaisir. Et ça, c'est le premier podcast GMcast avec Foukra, comme je dis. Le prochain, enfin, laissez-nous un commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez de ça. Posez-nous des questions pour le futur. Aussi, je vais mettre le lien de la chaîne de YouTube de Foukra au-dessous de cette vidéo. Comme ça, vous allez vous abonner à sa chaîne. Incroyable contenu, personne vraiment passionnée comme vous êtes en train de le voir en ce moment. La prochaine personne qui va venir, ou le prochain podcast, ça va être de la Hongrie, Monsieur Oh, Frédéric Delavier. eh ben justement, dis-lui de m'envoyer un message, il faut que je discute immobilier avec lui. Alors lui, ça va être pas une heure et demie, ça va être 3 heures. Ah Parce oui, que moi, aujourd'hui. j'adore, je l'adore. Le mec, il est dans un autre monde. Un autre monde. Mais j'adore lui parler et donc je suis vraiment excité de faire son podcast. Merci d'être ici avec nous. J'espère que Merci vous à êtes toi. resté jusqu'à la fin. Si vous êtes pas resté jusqu'à la fin, eh bien, vous avez raté. Et on vous voit dans le prochain podcast. Les podcasts seront tout le temps publiés le dimanche à 6 heures du soir chez vous en France. Comme ça, vous allez relaxer avec votre collation de protéines ou votre café ou votre bière, si vous buvez de la bière, et vraiment passer du bon temps avec nous. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, merci Foukra et nul gueule. Bulgulb. Ciao, Jamo. Salut tout le monde. Stomping, 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 stomping. That's what I'm talking about.